D'abord, le changement climatique ne réchauffe pas que la glace, il réchauffe aussi le sol. Et on a inventé un mot, il est en français celui de pergélisol, en anglais permafrost. Et comme les Français savent plus très bien ce qu'ils veulent et qu'on n'identifie pas le français et l'anglais, on se met de plus en plus à parler de permafrost, qui est la dénomination de tout sol gelé. Mais quand le permasol dégèle, le pergélisol dégèle, c'est toutes les terres voisines de l'océan Arctique qui deviennent de l'argile, deviennent fongeuses, on s'enfonce, les maisons se bousculent, certaines s'effondrent. C'est aussi une menace pour les installations pétrolières du bord, et c'est naturellement une très grave menace pour la survie des populations qui vivaient sur le dur, les Inuits et quelques autres. J'ai oublié, un peu de désordre dans cette présentation, pardonnez-moi, de vous dire que dans ce qu'on appelle la zone arctique, c'est-à-dire au-delà du cercle polaire arctique, à 60 degrés de latitude nord, au-delà se servent vivent quand même 4 millions de personnes, dont un peu plus de 600 000 sont des peuples aborigènes, et dont 3 200 000 sont des citoyens canadiens, russes, norvégiens et américains, bien entendu. Ces 5 ou 600 000 aborigènes appartiennent à une dizaine d'ethnies différentes, parlent des langages différents. La plus grande de ces ethnies s'appelle les Esquimaux. Ils ont demandé à ce qu'on veuille bien changer leur nom, puisque Esquimaux veut dire mangeur de viande crue, et de méchants noms, il s'est supposé une viande crue et l'homme lui-même, donc il faut abandonner une terminologie aussi infâme, on les appelle les Inuits, ce qui dans leur langue veut dire homme libre, c'est quand même plus noble, et nous leur devons bien ce respect. Donc vous abandonnez les Esquimaux, nous parlons d'Inuits, il y en a en Alaska, il y en a tout le nord de ce magnifique pays du Canada, et il y en a naturellement plein de Groenland, les 55 000 sont tous. Il existe une conférence circumpolaire Inuit, qui est l'organisme international responsable avec lequel on discute de ces choses. Et il n'y a pas d'Inuit juste en Norvège, là ce sont des lagons, et il y a une fédération mondiale des éleveurs de rennes, qui est aussi un organisme à représenter dans toutes ces affaires. Et tous ces gens vivent ce réchauffement climatique comme une menace sur leur existence. D'autant que la menace ne pèse pas seulement sur leur habitat, elle pèse aussi sur leur nourriture. L'ours blanc est annoncé en pleine disparition, il en resterait 24-25 000, et il y a toujours du braconnage de les fourrures, un combat pour la défense de l'ours blanc. Cependant, dans une réunion récente de la commission compétente de l'ONU, le Japon et quelques autres ont réussi à refuser de faire passer l'ours blanc dans les espèces menacées. Personne n'a compris pourquoi. Dans ces combats-là, la dignité, la référence à l'évidence n'est pas toujours un critère absolument suffisant. Mais ce réchauffement climatique va bien sûr permettre une énorme intensification de la recherche scientifique, et pour le moment, les efforts sont multiples, tout le monde travaille beaucoup. Bien entendu, on a fondu un peu le sous-sol, et une caractéristique majeure de l'océan Arctique, c'est qu'il y a potentiellement sous ces eaux un deuxième Moyen-Orient. On n'a pas fait des évaluations sérieuses et resserrées, mais en gros, on considère qu'il y a 30%, vous avez entendu ce chiffre fabuleux, des réserves de gaz, d'hydrocarbures de gaz, de toute l'humanité, et probablement 14, 15, 16% des réserves de pétrole liquide sous l'Atlantique. Devant l'arrivée du pic pétrolier, c'est-à-dire de l'activité à un niveau tel qu'après on sait qu'elle ne pourra plus que redescendre pour des raisons physiques, de réserve, etc., il est clair que l'existence de ces ressources est un apaisement pour l'économie et l'énergie des pétroliers. Mais il est non moins clair, premièrement, que brûler du pétrole, c'est toujours faire du gaz à effet de serre, donc c'est continuer l'aggravation. L'existence de ces réserves est un encouragement à la paresse pour ne pas développer assez vite des énergies renouvelables ou le nucléaire. Bien entendu, le nucléaire est une des formes de sortie possible de ce drame. Et puis, si tous les opérateurs, et notamment les Russes, s'apprêtaient chaudement à mettre en exploitation le premier lieu repéré de ces grands gisements,
qui est à mi-chemin entre, vous voyez où le Spitzberg à peu près, vous voyez le nord du Groenland. Vous voyez l'île, la première des grandes îles du nord de la Sibérie s'appelle la Nouvelle-Zélande. Au premier tiers de la distance entre les deux, vous avez un archipel plus nordique que le Svalbard, et un peu plus loin, au deuxième tiers, vous avez ce gisement de pétrole qui vaut la moitié de l'Irak à lui tout seul, qui s'appelle Stockman, et qu'on s'attend à essayer de mettre en production dans une dizaine d'années. C'est le temps nécessaire pour vérifier que nous avons les techniques suffisantes pour le froid. Mais, premier élément, dans le golfe de Mexico se produit un drame que vous connaissez tous et que je ne vais pas vous présenter. Deuxième élément, moins connu, mais public tout de même. Dans les forages offshore de la mer du Nord, un tout petit peu encore de Grande-Bretagne, beaucoup de Norvège, l'année 2009 enregistre 119 accidents. 119 accidents capables d'avoir produit des choses pareilles. Comme Mexico. Mais, c'est rapide, les eaux sont douces, on sait traiter, il y a plein de monde autour et des bateaux dans tous les coins, les renforts pour combattre et régler les problèmes des accidents sont faciles. En Arctique, une fuite, une marée noire, une situation qu'il faut traiter avec les produits chimiques comme on le fait ailleurs, sauf que, pardon, très froid, la chimie en question travaille moins bien. Beaucoup moins bien. Et deuxièmement, le problème de l'intervention mécanique pour aller obturer des puits dans des eaux aussi glaciales, dans des conditions extrêmes, on n'est pas très certain de savoir bien faire. Si bien que même chez nos amis russes, dont pourtant la sortie de l'indignité, la construction de la puissance, de l'indignité et de la force passe par l'argent du pétrole, on sait qu'une réflexion est ouverte sur de savoir si on fera ou fera pas, mais les enjeux sont majeurs. Il me reste à vous dire que la prévision, elle veut que, d'année en année, l'Arctique va être de plus en plus fréquenté, à commencer tout de suite par les touristes. Cela n'attend pas, et on est déjà dans les 120 à 130 000 touristes chaque année autour des côtes du Groenland et des endroits un peu accessibles du Groenland canadien, ou surtout du Svalbard. Donc nous allons avoir un problème de sécurité des navires, bien sûr, et puis aussi un problème peut-être de limitation. Mais sécurité des navires, qui va les qui va surveiller? Pas de règles, rien. Un accord passé à Ontario, chez vous, produit la déclaration de 1996 de l'Ontario qui annonce la naissance du Conseil arctique. Et le Conseil arctique est la rencontre institutionnelle, c'est un organe de droit public, des États, et donc de 8 États. Les 5 riverains, bien sûr, auxquels ils ont immédiatement accepté de joindre 3 autres États dont le territoire est dans la zone arctique, mais qui ne sont pas riverains directs de l'océan. Il s'agit bien sûr de la Suède, qui est barrée de l'océan par la Norvège, de la Finlande, même chose, et de l'Islande.